Bonsoir, bienvenue à ce pitch Villa M. Demain, tous centenaires. Alors, j'ai retiré le point d'interrogation ce soir. Voilà. Donc, deux intervenants. Le docteur Jérôme Boisise, gynécologue obstétricien, fondateur du réseau de santé One Clinic, donc de santé et de médecine préventive. Voilà, le professeur Fabrice Denis, cancérologue et fondateur de l'Institut de la longévité et du vieillissement Astrium. Alors, l'un donne la vie, l'autre la redonne. Voilà. Vous êtes donc les témoins de la valeur de la vie. Alors pourquoi, comme nous y invite la Haute Autorité de Santé, ne pas tout faire pour la préserver et tenter de rester en pleine vitalité le plus longtemps possible, exempte de maladies chroniques ou de déficiences cognitives ou corporelles. Prévention, pharmacogénétique, multiples avancées scientifiques, intelligence des nouvelles technologies. Vous allez nous exposer tous les deux les piliers d'une santé durable. Et ce, dans un cadre parfaitement adapté, Villa M, qui est un acteur majeur de la prévention et d'actions innovantes initiées par Thierry Lorente et Amanda Lehmann. Et nous nous attachons à l'épanouissement, au mieux vivre et au long vivre, on peut dire maintenant, des acteurs de la santé. Voilà. Alors, je donne la parole en premier au docteur Boisise. Et puis, vers la fin, vous aurez, c'est-à-dire vers 15 minutes avant la fin, vous aurez l'occasion de poser les questions. Évidemment, je vois que vous êtes très nombreux, donc on va essayer d'être disciplinés. Voilà. Et de toute façon, tout peut continuer après autour d'un verre. Voilà. Bah écoutez, merci. La question de ce soir, tous centenaires, d'abord il y a une double question, il y a la question de tous et centenaires. Je vais d'abord aborder la question tous et Fabrice va probablement aborder la question centenaire. Moi je vais aborder la question comment améliorer la prévention sur toute la population et quel impact on peut avoir, et Fabrice sur une partie très particulière qui malheureusement n'est pas encore accessible à tout le monde. Je vais pas forcément vous apporter des réponses ce soir, mais je vais apporter des questions et vous partager nos concepts et la réflexion qu'on a. Et je vais commencer par une question qui est toute simple. Si une seule question pouvait vous sauver la vie, est-ce que vous accepteriez que le médecin l'oublie, qu'il oublie de vous la poser? À qui ça n'est pas arrivé d'aller voir un médecin et de sortir du cabinet en se disant « il a oublié de me demander ça » ou « j'ai oublié de lui dire ça ». Si une seule question, j'ai l'impression qu'il y a déjà des clients, si une seule question pouvait vous sauver la vie, est-ce que vous accepteriez que votre médecin ne la connaisse même pas, cette question? Les médecins ne sont pas forcément experts dans tous les sujets. Je m'occupe d'un groupe de médecins et je vais parler un peu crûment là, donc je suis désolé parce que je vais parler un petit peu crûment, mais il y a des questions qui mettent mal à l'aise et qui sont pas posées en consultation, qui vous mettent mal à l'aise ou qui mettent mal à l'aise parfois le médecin. Je me suis rendu compte que les médecins n'aiment pas poser les questions pour lesquelles ils n'ont pas les réponses ou pour lesquelles ils n'ont pas envie d'en avoir. Je vais vous en poser quelques-unes. Vous, madame, combien de partenaires sexuels vous avez eu? Je ne vous demande pas la réponse. Vous, monsieur derrière avec la barbe, vous avez déjà pris de la cocaïne? Vous en prenez encore? Non. Vous, madame, derrière, vous faites vomir parfois après manger? Jamais. D'accord. Ces questions-là, imaginez qu'on vous les pose alors que vous consultez pour une angine. Vous les trouverez encore plus gênantes que si je vous les pose là. Pourtant, elles ont un impact très important sur ce qu'on pourrait faire en prévention. Et c'est pourtant très simple.
nombre de partenaires sexuels, directement lié au risque de papillomavirus, directement lié au risque de cancer du col de l'utérus, et donc le screening devrait être différent. Cocaïne, première cause d'infarctus et de décès par infarctus chez les moins de 50 ans. On vous la pose la question? Non. Pourtant, il y a 40 millions de personnes en Europe qui prennent de la cocaïne régulièrement déclarées. Troubles alimentaires, santé mentale, ces questions-là, on ne vous les pose pas forcément. Alors, je suis gynécologue et je vous présente Véronique. Véronique, c'est une patiente qui a consulté, qui a 41 ans, pour de la fertilité. Elle a tout eu. IRM, échographie, génétique pour le coup, hormonologie. Et elle a dit à son médecin, est-ce que je dois m'inquiéter de cette fatigue? Bon, le médecin s'est pas vraiment excité sur le fait qu'elle soit fatiguée. On a programmé sa fécondation in vitro. Puis Véronique, 2 semaines avant la fécondation in vitro, elle a fait un infarctus massif. Je suis gynécologue, je suis pas cardiologue. Est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement? Et c'est vraiment la question que je me pose. En fait, est-ce qu'on peut tout screener tout le temps chez tout le monde? Et la réponse est non. Ni chez tout le monde, ni tout. Par contre, il y a des choses qu'on peut screener et qui sont simples. 70% des décès sont liés non pas à des maladies contagieuses, mais à des maladies chroniques, sur lesquelles on peut avoir un impact. Le coût de ces maladies chroniques, il est colossal. Il est colossal pour tout le monde, pour le système de santé, et on se rend compte aux États-Unis particulièrement qu'on n'arrive même plus à le financer, mais il y a des choses à faire. Et donc, la prévention, qu'est-ce que c'est? C'est prendre en charge des maladies du comportement. L'alimentation, le sport, la santé mentale, le repli. Alors, je vais vous reposer une question qui, normalement, doit mettre personne mal à l'aise là. Combien d'entre vous ont déjà menti à leur médecin? Attention, voilà, comme on a une personne là, c'est tout. Le caméraman 2. Jamais. Alors, je suis désolé, mais je vous préviens, on prend les noms. Parce qu'il y a quand même 57% des patients qui ont déjà menti à leur médecin. Sur quoi mentent les patients? Bah, ça tombe mal. Ils vont pas mentir sur leur historique médical. Ils vont mentir sur leurs habitudes de vie, sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, sur le sport, sur la manière de dormir. Sur le sujet sur lequel on peut avoir un impact en prévention, bah, la relation elle est biaisée parce que les patients ils sont pas à l'aise de le faire. Et du coup ça marche pas. La prévention c'est quelque chose qui marche pas. On n'a pas assez de temps. On dit qu'il n'y a pas de financement, que c'est pas forcément pour tout le monde. Et moi je suis convaincu que c'est aussi parce qu'on ne pose pas les bonnes questions au bon moment. Je vais vous faire un tout petit peu d'histoire. Le premier qui a montré que la force de la question était supérieure à tout, c'est Socrate. Il n'a pas écrit une ligne, il n'a pas fait un livre. Pourtant, son impact sur la philosophie, sur le juridique, sur notre société est colossal. Et j'ai eu le plaisir d'apprendre que sa mère était sage-femme et que c'est de là que vient la maïotique socratique. Et il dit qu'il faisait accoucher les âmes. Le deuxième, et encore je suis gynécologue, Semmelweis, qui a posé une question. Donc on comparait des maternités. Il y avait 25% de décès maternels dans sa maternité, où les hommes étaient que des médecins, et de l'autre côté, il y avait des infirmières qui faisaient des accouchements, c'était pas encore des sages-femmes, et elles avaient que 5% de décès. Il n'y avait pas de féministes à l'époque, et donc on a dit, elles ont de la chance, le bâtiment il est orienté au sud, elles ont une sélection de patientes qui est différente, c'est pour ça. C'est le seul qui a posé la question de se dire, et si c'était pas nous, les hommes, qui faisions quelque chose de différent? C'est lui qui a inventé le lavage des mains et qui a fait passer de 25% à 2% la mortalité maternelle. Malheureusement, il est mort, pour ceux qui ont suivi, d'une septicémie d'un hôpital qui n'était pas assez propre. Ouais, c'est un petit détail. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous utilisent l'intelligence artificielle pour avoir des réponses. Et ce qu'on dit, nous, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut nous aider à avoir les meilleures questions. Pas chaque médecin est expert et pas chaque médecin ne sait quelles questions poser. Et c'est comme ça que je vous présente Socrate, avec un K, qui est l'agent d'intelligence artificielle que nous avons développé pour poser ces questions-là qui peuvent sauver la vie et de manière systématique. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu compte qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle juge pas le patient,
qu'elle rougit pas si la question vous met mal à l'aise, et qu'elle peut creuser et creuser aussi longtemps, avec beaucoup plus de patience que ce que le ferait un médecin, même si la question peut paraître étrange. Alors ce qu'on a fait, c'est très simple. Lorsque les patients viennent, peu importe le motif, on va leur envoyer un questionnaire. Ce questionnaire, il est long, il peut durer une dizaine de minutes, avant la consultation, sur leur téléphone, voilà. En fonction des premières réponses, on va envoyer de nouvelles questions. L'intelligence artificielle va envoyer de nouvelles questions pour préciser les antécédents, l'historique du patient et des scores de risque que le médecin n'aurait pas forcément analysés. Le médecin, on va lui présenter ces scores de risque indépendamment du motif de consultation. Et donc, j'ai une patiente qui vient pour une infection urinaire. Je ne pense pas être le plus mauvais gynécologue du monde, mais il est très peu probable que je lui parle de son sommeil. Pourtant, la solution va me montrer que cette patiente, elle a un risque cardiaque sévère et que son score du sommeil, que je ne connais même pas en tant que gynécologue, d'apnée du sommeil est maximum, et donc on doit évaluer ça. Ça se présente comme ça, c'est-à-dire que le médecin, il a le motif de consultation, une patiente qui vient pour des saignements. On va lui parler de ses problèmes psychologiques. Hamilton, c'est un test pour la dépression qui a déjà été positif, alors qu'elle ne vient pas pour ça, elle vient parce qu'elle saigne, et on a déjà son score de dépression et le fait qu'elle veut être évaluée pour ça. Et le patient, on va être capable de lui faire une synthèse tout de suite avec des objectifs de prévention sur ce qu'il a déclaré que le médecin a validé. Sans l'intelligence artificielle, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a réussi à le faire dans notre flux de patients, et on l'a déjà fait avec quasiment 10 000 patients et 9 spécialités différentes, sans changer le temps de consultation. Et c'est ça qui est pour nous une vraie révolution, de dire qu'on peut le faire si on apporte cette aide-là. S'il y a une seule chose à retenir de ma présentation, c'est ça, c'est pas le pop art, c'est POP, Personalized Opportunity of Prevention. Si on veut faire de la prévention, il faut chercher les opportunités, et nous, c'est ce qu'on fait. On dit que chaque contact dans le parcours de soins est une opportunité de prévention. Peu importe le sujet, peu importe le motif, on doit être capable de screener le patient et de chercher ces opportunités de prévention. Les résultats, ils sont déjà bluffants sur 10 000 patients. Sur 78% des patients, on a identifié des opportunités. Et sur 52% de ces patients, les opportunités qu'on a identifiées n'avaient strictement rien à voir avec le motif de consultation du jour. Et 86% des patients préfèrent ce type de consultation. Il y en a 14 qui trouvent que le questionnaire est beaucoup trop long et beaucoup trop difficile à faire. Il y a des détracteurs qui disent que la prévention n'a pas de modèle économique et que c'est pour ça que ça ne marche pas, ni en France, ni à l'étranger. Bah moi, présentez-les-moi, parce que je peux leur expliquer qu'il n'y en a pas un, mais qu'il y en a beaucoup. Il y en a d'abord pour le payeur, pour la collectivité, pour l'employeur, parce que il y a moins d'absentéisme quand on fait de la prévention, et c'est montrer, démontrer. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui a fait beaucoup d'études et qui montre que pour chaque $1 qu'on investit en prévention, on en récolte 4. Aujourd'hui, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la prévention, ce que ça nous permettait de faire, c'était de connaître la population, connaître nos patients. Je vous donne l'exemple chez nous. Quand on a commencé à faire ça, c'est-à-dire il y a 6 mois, on a commencé à faire ça, on est un groupe avec plein de spécialistes, on n'avait pas de pneumologue. En fait, on s'est rendu compte que sur notre population, l'apnée du sommeil et le risque cardiaque qui était à l'apnée du sommeil était une épidémie et qu'on avait besoin de recruter des pneumologues. Je peux vous dire que si on n'avait pas fait ça, on ne se serait même pas intéressé à recruter une équipe de pneumologues de manière préventive pour le faire. Aujourd'hui, on en a 6 et c'est à peine assez pour gérer ce sujet-là, qui n'est même pas le motif de consultation là. Et donc, c'est un peu notre slogan. La prévention, c'est pas une option. Et on a décidé de faire en sorte que peu importe où on rentre dans le groupe, bien sûr qu'il y a des difficultés, je vous le présente comme ça, mais voilà, les difficultés opérationnelles, convaincre chaque médecin, les faire rentrer, tout ça, c'est un truc qui prend du temps, mais ça marche aujourd'hui. Et si je reviens à cette patiente, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de différent? Elle est venue pour de la fertilité. Elle était fatiguée, on lui a dit que c'était un problème d'hormones et que c'était son hypothyroïde.
Elle a dit qu'elle avait du mal à respirer, on lui a dit que c'était son anémie. Et elle a dit qu'elle avait des douleurs dans le dos, on lui a dit que c'était parce qu'elle était policière et qu'elle avait un uniforme et des poids qui étaient importants. La solution, quand on le teste, elle aurait posé des questions bien plus différentes, bien plus profondes que le gynécologue n'aurait pas posées aujourd'hui, mais qu'un cardiologue aurait probablement posées. Il aurait caractérisé la douleur, il aurait caractérisé la fatigue de la patiente. Si elle avait répondu oui à une seule des questions, la recommandation aurait déjà été de faire un autre examen de sang, un autre examen échographique. Et tout ça, c'est des choses simples que les médecins savent faire, mais qui n'ont ni le temps, ni la capacité de faire à ce moment-là, ni même parfois la réflexion sur quelles sont ces connexions là. Et Véronique, elle va bien, elle s'est installée dans le sud de la France, voilà, après son infarctus. Et donc, pour finir, deux petites choses. Finalement, se poser les questions de manière différente, c'est ce qui fait progresser la science, c'est ce qui fait progresser l'humanité. On s'est d'abord posé des questions en 1600, on s'est dit on va regarder le très petit et on va se poser la question différemment sur le fonctionnement. 8 ans après, on a regardé le très grand et le très loin avec le télescope. Et 400 ans après, l'intelligence artificielle, ce que ça fait, c'est qu'on peut se poser des questions profondes. Pour moi, c'est ce qu'on appelle les deep questions, de se dire qu'en fait, il y a des relations et des connexions qui nous dépassent et qu'on peut facilement les utiliser. Et c'est quelque chose de simple qui coûte pas forcément cher. Pour moi, une bonne question peut sauver la vie. Une question qu'on oublie peut en coûter une aujourd'hui. Je vais finir sur ça. J'ai eu la chance d'aller en Afrique récemment et de présenter au Togo la place de l'intelligence artificielle dans la prévention. Je me suis dit que ça allait leur passer complètement au-dessus et que ça allait pas être du tout leur préoccupation. Eh ben, j'avais tout faux. Ils sont tous venus me voir en m'expliquant deux choses. Un, que pour eux, la manière dont on voyait la prévention, c'était quelque chose de moderne ou de marketing, que c'était sympa de faire de la prévention, mais qu'en fait, chez eux, s'il y avait une possibilité d'éviter le diabète, c'était pas optionnel, puisque de toutes les manières, ils n'auraient pas les moyens de payer l'insuline. Et donc, la prévention, eux, c'est pas des campagnes informatives, mais au contraire, ça fait partie du traitement, puisque c'est quelque chose qui coûte moins cher et ils vont vraiment réfléchir à la dépense. Et donc, il y a un des médecins qui est venu me voir et il m'a dit « Tu connais peut-être pas ce proverbe-là africain, mais il y a un proverbe qui dit qu'une mouche peut réveiller un cheval. » Et il me dit « Écoute, c'est exactement ce que tu viens de me montrer, que j'ai pas besoin d'IRM, j'ai pas besoin, ou en tout cas pas tout le temps de génétique, j'ai pas besoin d'examens chers ou compliqués pour changer la donne. Et pour changer la donne, j'ai besoin de la bonne question au bon moment. » Je vous remercie tous et je vous laisse avec Fabrice. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon, là, donc on est sur le tous, hein, c'est ça. Voilà, on va passer sur le centenaire. Merci. On est donc sur des aspects peut-être plus techniques. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonsoir à tous et toutes. Donc, je suis le professeur Fabrice Denis, cancérologue et directeur de l'Institut de prévention et de longévité Astrium, dans une petite ville proche qui est Le Mans, à 50 minutes en TGV de là où nous sommes, c'est-à-dire de la gare Montparnasse. Et donc, on va aborder maintenant un petit sujet technique et quantitatif. Tous centenaires. Alors l'idée, bien sûr, c'est d'aller en bonne santé. Si c'est pour être en 40 ans dans un état compliqué, c'est pas nécessaire. Mais on va voir qu'on passe vraiment d'une certaine idée exotique de ces progrès en biologie de la longévité à des éléments basés sur l'épreuve et qui commencent à être réalisés et sont réalisables maintenant à échelle de plus en plus grande. Le principe, on vient de le dire, c'est déjà de prévenir, d'éviter ce qui peut être évitable. Et c'est d'éviter l'évitable. Et l'éviter l'évitable, on verra que déjà, ça commence par les principales maladies chroniques type cancer. Et voilà un exemple de ce qu'on voit tous les jours comme cancérologue et qu'on pourrait de moins en moins voir avec de la prévention. Si c'est un patient qui a donc une 50aine d'années, qui a fumé, qui tousse, qui perd du poids, il est chef d'entreprise et son bilan montre l'image en haut à droite
des tumeurs partout dans les poumons. C'est un cancer bronchique lié au tabac, polymétastatique. La question, c'est est-ce que ça aurait pu être dépisté plus tôt, et si oui, comment ? Eh bien oui, il y a possibilité, avant d'en arriver à un stade 4, pour un cancer, d'aller voir une tumeur au stade 1. Quasiment tous les cancers passent par des petits stades, des stades 1. Et ce patient fumeur, s'il avait eu des imageries scanners de temps en temps, on aurait pu tomber sur cette petite lésion en bas, ici, elle n'est pas projetée, qui est un stade 1, qui s'opère, et le patient est guéri à 90%, alors qu'un stade 4, le taux de guérison est de moins de 5%. Un autre exemple d'un patient de 56 ans qui fume, qui n'a pas d'activité physique réellement, a une surcharge pondérale, et puis brutalement il perd la motricité de sa main droite et la parole. Le bilan montre un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, sur une sténose de la carotide. La principale cause, c'est lorsque les artères des carotides se bouchent à cause de l'athérome et des dépôts graisseux, en fait. Est-ce qu'on aurait pu arriver avant l'AVC ? Bah oui, on aurait pu imaginer lui faire une échodoppler artérielle qui n'est pas invasif, qui prend 10 minutes et qui aurait montré ce rétrécissement qui allait précéder un AVC. Et quand on tombe là-dessus, de façon fortuite, on dilate ou on opère, mais on évite l'aggravation. Donc vieillissement, d'abord, on va voir que toutes ces pathologies sont liées au vieillissement. Le vieillissement, c'est un phénomène dynamique, mais qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on vieillit pas, même si notre âge augmente de façon linéaire, on prend 1 an chaque année, mais en fait, c'est pas vrai sur le plan biologique. Donc c'est un phénomène dynamique qui est lié à plusieurs facteurs, génétiques, environnementaux, épigénétiques. Et c'est une maladie, le vieillissement. Depuis 2015, c'est reconnu comme tel. Et c'est pas une vue de l'esprit, puisque évidemment, il y a plein d'anomalies qui s'accumulent au fil des années et de ce vieillissement, des anomalies au niveau des cellules qui fonctionnent de moins en moins bien, avec des cellules zombies qui apparaissent. On ira voir ce que c'est. Il y a des anomalies des molécules qui sont fabriquées par ces cellules qui se dégradent. Et finalement, au fur et à mesure, les tissus se dégradent, les organes se dégradent. Et donc, on commence à avoir un cerveau qui marche de moins en moins bien, avec des troubles cognitifs, problèmes de mémoire, sensoriels, de vue, d'audition, de problèmes moteurs, et in fine, une baisse de ce qu'on appelle les capacités intrinsèques d'un individu, c'est-à-dire tout ce qui concourt à ce qu'il se répare l'individu en cas de pépin. L'exemple type, c'est qu'ici, si vous cassez tous une cheville en sortant d'ici dans l'escalier, à âge égal, imaginons, on a tous 50 ans, il y a des gens qui vont se réparer et cicatriser en 15 jours et d'autres qui vont mettre 2 mois. Et bien ça reflète un certain degré de vieillissement différent d'un individu à l'autre, et c'est ça les capacités intrinsèques d'un individu, c'est ses capacités à se réparer d'un stress physique ou autre. Alors, la lutte contre le vieillissement, c'est le sujet de la prévention, parce que, on l'a dit, c'est une maladie, mais c'est surtout une maladie qui est la première cause des maladies, le vieillissement. Quand vous voyez ce diagramme, là, vous voyez qu'à partir de 40 ans, le taux des maladies, un problème cardiaque, cancer, AVC, pneumonie, etc., augmente en flèche avec l'âge. On sait que 40% des cancers pourraient être évités. On sait que près d'une maladie cardiovasculaire, donc en gros infarctus, AVC, pourrait être évité avec la prévention. Et 3/4 des diabètes, autrefois appelés les diabètes gras, ce qu'on appelle les diabètes de type 2. Juste en faisant de la prévention, en détectant précocement des signaux faibles, par exemple, ou en faisant certains examens qui permettent de voir des signaux qui peuvent éviter d'aller vers ces maladies. Alors il y a un sujet qui est intéressant, c'est que maintenant on sait comment et pourquoi les cellules vieillissent. Mais c'est récent, vous voyez, c'est 2023. On a maintenant la cartographie des anomalies biologiques qui font qu'une cellule vieillit, et en général vieillit mal par définition. Alors on ne va pas les lister une par une, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que 10 anomalies sur 12 sont semblables aux anomalies qui touchent les cellules cancéreuses, d'où l'intérêt pour un cancérologue de s'intéresser au vieillissement cellulaire, parce que finalement on retrouve ces petits. En gros, une cellule cancéreuse est une cellule qui se multiplie trop, une cellule vieillissante est une cellule qui se multiplie plus, ou pas assez, mais n'est pas éliminée. Alors quand on parle d'améliorer la longévité, il y a encore quelques années, on disait oui, en prenant tel médicament, en faisant ça ou ça, on va gagner 5-6 mois, peut-être 1 an de longévité. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus. Imaginez quelqu'un qui a 40 ans et qui a
tout bon à ces 8 questions. Il fume pas, il boit pas ou peu, il a une activité physique régulière, il n'est pas en surcharge pondérale, il dort bien, il a une tension artérielle qui est correcte. À 40 ans, normalement, ça devrait être assez souvent le cas. Hein. Un taux de sucre dans le sang qui est bien, un taux de cholestérol qui est bien. Donc imaginez, lui, il est parfait, il a tout bon. Celui qui, au même âge, à 40 ans, a tout l'inverse, fume, surcharge pondérale, sédentaire, etc. On sait à l'avance qu'il aura une espérance de vie de 24 ans inférieure à celui qui a tout dans le vert. Donc on ne joue pas sur 6 mois, 1 an, là. On est sur un quart de siècle quand même. Et on n'est que sur des sujets d'anomalies qui sont assez faciles à corriger, en théorie. Alors les nouveaux paradigmes, les nouveaux concepts qui sont tout récents, c'est que maintenant, on sait que l'âge chronologique, c'est pas bien, hein, c'est-à-dire l'âge de la date de naissance, finalement, c'est pas ça qui nous indique si quelqu'un est vieux ou pas vieux, ou s'il va faire telle ou telle maladie ou pas. On a travailler sur ce qu'on appelle l'âge objectif. Objectif, c'est-à-dire qui s'appuie sur des données chiffrées, visibles, quantifiables. Et on sous-catégorise l'âge objectif par plusieurs catégories d'âge. On va aller voir, il y a l'âge phénotypique, l'âge métabolique, l'âge tissulaire, l'âge vasculaire, l'âge épigénétique, l'âge biologique, les âges fonctionnels. Une fois qu'on a tous ces éléments, on a une idée de l'âge objectif d'un individu. Alors, comment est-ce qu'on mesure l'âge métabolique? L'âge métabolique, c'est globalement reflété par la composition de votre corps. La composition corporelle, elle est directement liée à l'espérance de vie. C'est très simple. Quelqu'un qui a suffisamment de muscles, il fera moins de cancer. Pour une bonne raison, c'est que les cellules cancéreuses, elles n'aiment pas la présence des muscles parce que les muscles sécrètent des produits, on appelle ça des cytokines, qui empêchent leur prolifération. C'est pour ça que les gens qui ont eu un cancer, à qui on fait faire de l'activité physique pour éviter qu'ils rechutent, ont 25% de rechute en moins en faisant de l'activité physique par rapport à ceux qui n'en font pas. Donc il y a une activité antitumorale des muscles. Mais cette activité, elle n'est pas uniquement antitumorale des muscles, elle réduit aussi le risque de maladies cardiovasculaires en permettant notamment, cette activité musculaire fréquente, d'assouplir la rigidité des artères, ce qu'on appelle la rigidité artérielle, qui prédispose à l'hypertension, aux AVC. Bien sûr, quand on a de l'activité physique, on fait fonctionner son cœur, son palpitant. Et il y a un élément qui est assez récent, c'est que les muscles protègent du diabète, puisque ce sont quasiment les premiers consommateurs de sucre. Il y a le cerveau qui en consomme pas mal, mais les muscles consomment beaucoup de sucre, et c'est sûr que si on ne fait pas fonctionner ces muscles, le sucre il va circuler dans le sang, et puis il ira là où il a envie d'aller, mais en tout cas pas au bon endroit, et on aura du diabète plus fréquemment. Donc le simple fait d'analyser la composition musculaire d'un individu donne une idée, entre guillemets, de sa longévité et de ce qui peut être récupéré en améliorant cette constitution corporelle. Ça permet de calculer notamment l'âge métabolique. Et on sait aussi que les muscles, c'est bien, mais la graisse, c'est encore mieux à connaître. Et surtout cette graisse qui est au niveau de l'abdomen, qu'on appelle la graisse viscérale, ce qui est en bleu. Là. Vous voyez qu'avec l'âge, il y en a de plus en plus. Et c'est dommage parce que cette graisse viscérale, elle a l'effet complètement inverse du muscle en termes de protection, c'est-à-dire qu'elle favorise les cancers, elle favorise les maladies cardiovasculaires, elle favorise le diabète. Mais ça ne se voit pas forcément sur vous. Vous pouvez avoir un index de masse corporelle normal et avoir une graisse viscérale élevée. C'est pour ça que l'IMC, l'indice de masse corporelle, est totalement insuffisant pour se faire une idée. Il n'y a guère que des analyses de composition corporelle qui permettent de savoir exactement comment on est constitué. Il y a d'autres éléments qui permettent de mesurer cette composition corporelle et d'aller plus loin en termes de prévention. C'est l'imagerie corps entier, tout simplement. Le scanner. Et donc, le scanner, un scanner corps entier, ça prend maintenant 1 minute. Et ça permet de chercher des anomalies corrigeables. Alors, ça peut être des petites tumeurs, ça peut être des malformations vasculaires. Ça permet aussi d'avoir une image de référence sur soi. Alors, une image de référence, ça sert à quoi? En gros, on devrait peut-être tous avoir une image au scanner dans son smartphone ou je ne sais où. Parce que le jour où il apparaît une maladie, une boule quelque part qui vous fait tousser, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette lésion, elle existait avant? Mais en général, personne n'a fait de scanner avant. Donc on se retrouve dans une situation où on a, en l'absence de ces images de référence, on a une tumeur, on ne sait pas depuis quand elle est là. Si on savait que si elle était là il y a 10 ans, ça change tout. Parce que si en gros ce nodule était là depuis 10 ans, on ne va pas y toucher, c'est terminé, c'est une vieille anomalie qui n'a aucun intérêt. Par contre, comme on ne sait pas l'antériorité de ces anomalies, on va piquer dedans, on va l'enlever, on va refaire des scanners. Et le seul fait d'avoir une image de référence, en soi, c'est déjà un élément de prévention lorsque les pépins arriveront et que vous ferez des scanners.
Ça permet aussi, ce scanner, bien sûr, de rechercher des anomalies, ce qu'on appelle des incidentalomes. Donc des choses sur lesquelles c'était pas prévu qu'on trouve quelque chose, mais on trouve. Et les incidentalomes, donc en gros la détection d'anomalies que vous ne sentiez pas, c'est dans pratiquement un quart des cas dans une étude. Quand on fait des scanners comme ça à tout le monde, dans un quart des cas, on trouve des anomalies soit majeures, un cancer, mais à un stade opérable, on va voir des exemples, ou alors des éléments intermédiaires, donc qui sont pas majeurs au sens décès précoce, etc., à éviter, mais des malformations qui méritent au minimum une surveillance, voire une prise en charge. Donc dans un quart des cas, on tombe sur quelque chose. L'autre élément de l'âge objectif, après on a vu l'âge phénotypique, on a vu l'âge métabolique, c'est les âges biologiques. Et là, on va passer par des nouvelles approches qui sont déjà validées, ce qu'on appelle l'âge épigénétique. Alors, l'épigénome, c'est quoi? C'est tout ce qui concourt à faire que vos gènes vont s'exprimer ou pas dans votre organisme. En fait, il y a 50% des gènes qui s'expriment selon votre mode de vie ou ne s'expriment pas. On pensait, nous, il y a encore quelques années, que finalement, on ne pouvait pas faire grand-chose sur l'expression de nos gènes. En fait, si, puisqu'il y en a 1 sur 2 qui s'expriment selon l'activité, le mode de vie que l'on a. Par exemple, quelqu'un qui fume, il va se mettre à exprimer certains gènes qui vont favoriser l'apparition de cancer. Quelqu'un qui prend du poids, il va favoriser l'expression de gènes d'insulinorésistance, etc. Donc on peut modifier en gros l'expression de la moitié de nos gènes. C'est quand même pas mal, juste avec le mode de vie. Et en plus, ces mesures, on va dire, d'âge épigénétique permettent de vous dire, en fait, finalement, votre âge biologique, quasi réel, c'est plutôt ça. C'est pas l'âge chronologique, c'est 50 moins, 50 plus, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mesurer le rythme de vieillissement sur un an de vos cellules avec ces mesures de ce qu'on appelle les méthylations de l'ADN, donc l'âge épigénétique à partir de prélèvements. Et en gros, on va pouvoir vous dire, sur un an, vos cellules, elles vieillissent de 11 mois. Ou au contraire, elles vieillissent plus vite, elles vieillissent de 13 mois ou de 14 mois. Donc ça vous montre la puissance d'évaluation de ces âges. Là, on est capable de mesurer la vitesse de vieillissement des cellules. Et on va même beaucoup plus loin, puisqu'on peut même mesurer l'âge de vieillissement de chaque organe. Toujours avec ces approches épigénétiques et la mesure de certaines protéines. Et donc, on est capable de vous dire système par système, organe par organe. On va voir un exemple après. Tiens, il y a tel organe qui a tendance à vieillir plus vite que le reste ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mesures d'âge épigénétique permettent aussi de mesurer l'efficacité des mesures qu'on va prendre. On va refaire cette mesure d'âge 5 ans plus tard et on verra, tiens, on a ralenti l'aggravation ou le vieillissement accéléré de tel organe, etc., avec telle mesure d'activité physique ou de diététique, voire avec des médicaments dont on va parler. Alors bien sûr, on utilise tous ces éléments d'âge phénotypique, biologique, métabolique, et on fait un croisement des données pour avoir une idée réelle de ce qui se passe. Alors voilà ce que ça donne, par exemple, en termes de mesures d'âge épigénétique et ce qu'on appelle polyomique. On est capable de vous dire pour un individu qui, en théorie, a 52 ans, oui, son poumon a effectivement, ses protéines pulmonaires ont vieilli comme quelqu'un de son âge, super. Par contre, sur le plan de ses muscles et de ses articulations, il les a usés un petit peu plus vite que la moyenne. Au niveau de ses reins, ils peuvent être aussi plus âgés, etc. Et donc, on a une cartographie qui permet de dire, pour un patient qui, en théorie, sur le papier, il a 52 ans, en fait, il y a des organes qui sont beaucoup plus jeunes, entre guillemets. Le poumon, par exemple, il a 8 ans de moins sur ses poumons, et par contre, les reins vieillissent un peu plus vite. Et là, bien sûr, le médecin, il va pouvoir proposer de façon très ciblée des mesures de prévention. Quelqu'un qui a des reins qui vieillissent plus vite, déjà, la première chose, c'est qu'on va lui dire de boire plus, et puis d'éviter de prendre des médicaments qui abîment les reins, qu'on appelle néphrotoxiques, comme les anti-inflammatoires, par exemple. Là, on lui dira de pas abuser, parce que sinon, il va accélérer le vieillissement de ses reins. Une fois qu'on a fait tous ces bilans, on a la possibilité d'avoir une cartographie assez précise du vieillissement de chaque organe et de pouvoir même calculer un âge objectif. Donc là, ici, c'est un exemple d'un cas virtuel, on ne va pas mettre un cas réel, d'un patient qui, en théorie, a 52 ans, mais lorsqu'on fait l'analyse de tous ces systèmes, fonctionnels, épigénétiques, etc., en fait, il a plutôt 10 ans de moins, sauf sur certains points où il y a des choses qui peuvent être améliorées, par exemple au niveau de ses reins. Alors bien sûr, lorsqu'on a des bilans comme cela, on a 600 à 800 paramètres à analyser, c'est long, et là on est bien content d'avoir de l'intelligence artificielle qui va faire une extraction des données pertinentes et faire gagner un petit peu de temps au médecin, mais bon, il faut considérer que malgré cela, le médecin va passer 2 heures avec le patient pour faire ses examens d'évaluation.
Alors toujours dans le domaine de la prévention moderne, là on est sur une vraie révolution que tous les médecins attendaient depuis longtemps. C'est la capacité à partir de la génétique, et là c'est des prélèvements de salive, donc c'est quand même assez facile, de pouvoir analyser comment le foie fonctionne vis-à-vis de la plupart des médicaments. Parce que la plupart des médicaments qu'on prend, ils sont éliminés par le foie. Alors, il y en a qui sont éliminés par les reins. Bon, bah là, on sait comment gérer cela, hein, lorsque les médicaments sont éliminés par les reins pour bien les doser. Mais pour le foie, on ne savait pas. Et c'est une grosse catégorie parce que c'est quasiment 2/3 des médicaments. Et en fait, on analyse le fonctionnement génétique de ce qu'on appelle les cytochromes hépatiques. C'est les enzymes qui éliminent les médicaments quand vous les prenez. Eh bien, ce que l'on sait, c'est qu'en analysant comment elles fonctionnent, ces 27 cytochromes, ces enzymes d'élimination des médicaments, eh bien, on est capable de prédire la toxicité des médicaments, donc leurs effets secondaires, mais aussi leur efficacité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend un panel de personnes, alors là, on peut faire une statistique sur toutes les personnes qui sont là, vous êtes une centaine, 100% des gens auront des variants, c'est-à-dire auront des différences par rapport à la dose normale de produits, de médicaments qu'on devrait leur donner. Exemple, il y en a par exemple, tous, en fait, vous avez un variant sur des médicaments contre les ulcères, ce qu'on appelle les anti-ulcéreux, les inhibiteurs de pompe à protons. En fait, il n'y en a pas un à qui on pourra donner la dose normale du Vidal sans, entre guillemets, soit avoir une inefficacité ou une toxicité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est tous, bien sûr, différents, mais on a quand même un point commun, c'est qu'on n'élimine pas les médicaments de la même façon avec notre foie et nos cytochromes. Et on a fait une étude, on a montré que un tiers des gens, donc voilà, on va prendre un tiers, en moyenne, tout le monde a une difficulté d'élimination de 1/3 des 120 molécules qui sont testées. Donc on prend 120 médicaments, il y en a un tiers pour lesquels il faudrait faire des adaptations de dose chez tout le monde. Et c'est une moyenne. Il y en a, c'est 60% des molécules qui posent problème. Par exemple, l'ibuprofène, par exemple, certains anticancéreux. Vous voyez que ce patient, lui, le premier médicament, c'est un anticancéreux. Il ne le sait pas, mais c'est formellement contre-indiqué, ce médicament, si un jour il a un cancer, parce qu'il risque juste un décès, en fait, lié à une surtoxicité d'origine génétique. Alors, en oncologie, on a commencé à utiliser la pharmacogénétique pour justement éviter ces toxicités. Mais en fait, dans la population générale, c'est pas fait. Alors c'est fait, mais en tout cas, il faut avoir l'accès à cette affaire-là. Il faut savoir que c'est pris en charge dans certains pays, cette affaire-là, parce qu'évidemment, quand on voit que 100% des médicaments à visée cardiologique ou vasculotrope sont concernés par ces modifications de dose, il y en a un qui est tout bête de médicament, c'est ce qu'on appelle le Plavix, c'est un médicament anticoagulant qu'on donne chez les gens qui ont les artères qui se bouchent. Il y a un tiers des gens qui n'ont pas une élimination normale du Plavix. Ils l'éliminent trop vite. Ce qui fait que si on leur donne la dose classique, ils vont boucher leurs artères comme s'ils prenaient rien. Il faudrait doubler la dose. Et ça, on le sait. Maintenant qu'on le sait, théoriquement, on devrait faire à toutes les personnes à qui on donne du Plavix cette prescription de pharmacogénétique. Alors, on a parlé de la prévention, on a parlé des âges biologiques, mais on va voir aussi les traitements, parce que maintenant, la boucle est en train de se boucler. Certes, on est capable de dire précisément l'âge réel ou objectif de quelqu'un, mais maintenant, il faut l'améliorer, dans l'idéal, ou ralentir ce qui peut être ralenti en termes de vieillissement. Et donc, on a des éléments qui sont intéressants, c'est qu'on peut quantifier l'efficacité de certaines mesures de modification de mode de vie. On est capable de dire, par exemple, qu'à 40 ans, quelqu'un qui a un régime pas bon, qui mange que des aliments hyper transformés, industriels, des sodas, etc., si on le fait manger correctement, alors correctement, en gros c'est un régime méditerranéen, mais après il y a du cas par cas bien sûr, globalement le seul fait de changer l'alimentation, c'est 11 ans de survie en plus, 11 ans de longévité en plus. 5 ans même d'amélioration si on se met à manger correctement qu'à 70 ans, donc ça commence quand même à être intéressant. Donc on sait qu'on peut améliorer la longévité avec les modifications du régime alimentaire, on sait de combien. Et ce qui est intéressant, c'est que le simple fait de modifier l'alimentation peut aussi favoriser et déclencher une guérison de maladies telles que le prédiabète. Alors que le diabète, c'est incurable. Une fois que vous avez un diabète, vous aurez de l'insuline jusqu'à la fin de vos jours. Mais le prédiabète, c'est une pathologie qui précède de 5 à 10 ans le diabète. Et le seul fait de modifier l'alimentation, ça empêche l'apparition d'un diabète. Pareil pour les hépatopathies, donc les maladies du foie ou le foie gras, comme on dit, le foie gras métabolique. C'est une maladie qui aboutit, lorsqu'on mange trop de sucre, trop de graisse, à un foie qui va devenir une cirrhotique, une cirrhose et un cancer et un décès. On peut diagnostiquer facilement maintenant ces hépatopathies métaboliques et la modification de l'alimentation fait disparaître en 2 mois l'hépatopathie métabolique, juste avec la nutrition.
On a l'activité physique aussi qui est intéressant, hein, on a vu pourquoi, avec notamment l'harmonisation et l'augmentation de la densité musculaire. Alors, est-ce qu'il faut que tout le monde fasse 3 heures de sport par semaine ? Ben non, en fait. D'abord, on n'est pas tous fait pareil. Il y a des gens qui prennent du muscle plus facilement que d'autres. Et puis surtout, ça dépend de l'état de base. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des compositions corporelles importantes ou une grosse masse graisseuse viscérale? Ben, on va pas faire la même chose pour tout le monde. Donc la composition corporelle, c'est ça qui guide l'activité physique. Donc ça sert à rien de faire 3 heures de musculation des bras chaque semaine si vous avez de la graisse abdominale, puisque ce qui vous tuera, c'est la graisse viscérale. Donc l'idée, c'est que faire une activité physique adaptée basée sur la composition corporelle, on sait que ça peut réduire à elle seule de 50% la mortalité à 6 ans. Ensuite, on a des médicaments qui apparaissent. Alors là, je peux vous dire qu'il y a de la recherche pour ralentir le vieillissement. On a vu les 12 cibles, les 12 anomalies du vieillissement cellulaire. Vous pensez bien que pour chaque anomalie, il y a des recherches pour essayer de trouver un médicament qui va ralentir le vieillissement. Alors j'en ai cité quelques-uns. Lorsqu'il y a RCT en violet, ça veut dire que ces médicaments font l'étude d'essais randomisés. Donc essais randomisés, c'est les essais qui sont faits pour des médicaments. Vous voyez qu'il commence à y avoir un petit paquet d'études randomisées donc, pour aboutir à un résultat pertinent, et il y a des résultats intéressants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, pour l'instant à date, de médicaments qui ont vraiment montré leurs preuves en termes de prévention et de protection, mais il y en a. Le souci, c'est qu'il y a certaines molécules dont on a montré qu'elles pouvaient détruire les cellules sénescentes, par exemple les fameuses cellules zombies qui s'accumulent dans l'organisme avec l'âge et qui finalement empêchent de fonctionner les organes. Ces cellules sénescentes, il y a des médicaments, enfin ce n'est même pas des médicaments, c'est des compléments alimentaires, qui semble très intéressant. Le problème, c'est que c'est un marché un peu particulier, les compléments alimentaires, parce qu'il n'y a pas de contrôle, en fait. Et donc, moi, j'ai des patients qui sont venus me voir avec leur boîte de certains produits. Alors, il y a la fisétine, par exemple. Ils pensaient prendre des gélules à 500 mg de fisétine, et en fait, il n'y avait que 40 mg. Bon, déjà, c'est pas beaucoup, c'est 12 fois moins. Et puis surtout, en fait, la gélule qui contenait ce produit, elle était détruite dans l'estomac tout de suite, ainsi que le produit, ce qui fait qu'il n'y avait absolument rien qui arrivait dans l'organisme. Et on a fait une étude aussi sur d'autres produits qu'on appelle géroprotecteurs, donc qui ont une action sur la biologie du vieillissement cellulaire. Finalement, il y en avait 12 sur 15 où il n'y avait soit pas de médicaments du tout, soit pas de molécules, soit une dose insuffisante. Donc voilà, et puis après, quand on va plus loin, les compléments alimentaires, il y a eu quelques soucis récemment, et notamment au Japon, avec des hospitalisations et des décès liés à un complément alimentaire qui n'avait pas été dosé comme il fallait. Donc warning, ça, même si c'est des compléments alimentaires, ça reste quand même du domaine du médical. En plus, ces thérapies géroprotectrices, elles ont des interactions médicamenteuses. Et ça, c'est très important. Alors là, vous avez une liste, par exemple, toujours avec la fisétine, celle dont on a parlé tout à l'heure. Il y a à peu près 60 médicaments qui interagissent très fortement avec et qui vont avoir, qui peuvent donner des gros soucis. Le méthotrexate, c'est un anticancéreux, par exemple. Enfin, bon, donc, les gens qui se prennent ça comme ça à la volée sur Internet sans savoir ce qu'il y a dedans et ni si c'est indiqué ou pas avec leur état, il y a des soucis. Et donc, l'idée, c'est d'éviter qu'il y en ait. Alors, on a montré notamment que la pharmacogénétique, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le fonctionnement des enzymes du foie qui éliminent les produits, permettait de prédire ça. Donc, on peut prédire l'élimination de certaines de ces molécules géroprotectrices par la pharmacogénétique, ce qui permet d'adapter à la dose tout de suite et d'avoir une dose correcte. Il faut évidemment vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication avant d'en prendre. Il y a des toxicités qui sont très importantes. Le nicotinamide, par exemple, donne des risques cardiaques, des AVC avec les oméga 3. Vous voyez, il y a même des cancers qui sont induits par l'association carotène-vitamineux chez les fumeurs. Alors oui, vous prenez des vitamines pour être malade et puis en fait, vous faites un cancer en prenant des vitamines. C'est quand même dommage. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas prendre et donner n'importe quoi. Bien sûr, il faut suivre l'efficacité de tout cela et suivre l'efficacité de ces molécules. Il n'est pas question de dire à quelqu'un, vous prenez telle molécule, complément alimentaire ou médicament, jusqu'à la fin de vos jours sans vérifier que ça marche à un tantinet quand même. Donc là maintenant, on a les moyens de vérifier que ça fonctionne avec un suivi particulier. Ça peut passer par des applications de télésurveillance. Donc les patients qui suivent ces parcours de soins avec parcours diététique, activité physique, éventuellement des molécules géroprotectrices, peuvent bénéficier d'outils de télésurveillance qui permettent de vérifier que les performances qu'on attend sont atteintes, et pas d'attendre 30 ans que le patient soit décédé ou pas. Et puis surtout de vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie, de toxicité, par exemple. Et ça, c'est du côté du médecin. Vous voyez, on voit les choses qui s'améliorent au fil des semaines ou au fil des mois. Donc ça permet d'adapter les doses de médicaments ou de compléments s'il y en a. En fait, ça, c'est dérivé directement de la cancérologie. La cancérologie, tous les patients qui ont un cancer auront des applications de télésurveillance parce qu'on a montré que ces applications amélioraient l'espérance de vie en cancérologie.
On a été même les premiers à faire une étude randomisée et avoir une application qui a été remboursée par la Sécurité sociale sur ce sujet. Alors, les suivis des cellules sénescentes, ça c'est intéressant. On a dit que les cellules sénescentes, ce sont les cellules qui vieillissent dans votre organisme, ne sont pas éliminées et abîment les tissus. En fait, on a trouvé le moyen de les doser dans le sang. Et donc, à partir du moment où vous avez des médicaments qui vont les éliminer et que vous êtes capable de les doser dans le sang, c'est comme en cancérologie, on peut vérifier, ou on pourra vérifier l'efficacité des traitements qu'on vous donne. Que ça soit l'activité physique, on sait que ça les diminue, ces cellules sénescentes, les modifications diététiques, ça les diminue aussi, et puis les nouveaux médicaments ou nouvelles molécules comme les sénolytiques, on pourra mesurer directement l'efficacité. Donc là, on n'est plus sur... au doigt mouillé, je vous donne tel ou tel complément alimentaire ou telle molécule. Non, là, on peut mesurer si ça fait quelque chose ou pas. Alors, globalement, bon, ça, c'est pas très intéressant. On va refaire des cas cliniques. Exemple d'une patiente, alors prévention 2.0, patiente qui a 28 ans, qui a une pilule œstroprogestative, une pilule contraceptive. Elle fait un bilan de santé, une pharmacogénétique, et on tombe sur quelque chose qu'elle ignorait, une mutation hétérozygote du facteur 5. En gros, ça veut dire qu'elle a une anomalie génétique qui va lui faire des caillots beaucoup plus facilement, et surtout en présence d'œstrogènes. En gros, si elle savait qu'elle avait eu cette mutation hétérozygote, jamais elle aurait dû avoir des œstrogènes et une pilule à base d'œstrogènes. Parce que c'est une contre-indication absolue. Donc le seul fait d'avoir découvert qu'elle avait cette mutation, on lui a fait arrêter, bien sûr, cette pilule et on lui a fait une modification en enlevant les œstrogènes, en prenant que des progestatifs. Là, on lui a évité, prévention primaire, on lui a évité une complication gravissime des pilules œstroprogestatives, à savoir les embolies pulmonaires. Un autre patient qui vient faire un bilan de santé, imagerie corps entier, il est asymptomatique, il a 56 ans, on lui trouve par hasard, en même temps quand on cherche on trouve, c'est ce que disait Jérôme, on lui trouve un petit cancer du rein, là, qui a été opéré 5 jours plus tard. Ça a coûté 680 € à la Sécu, le taux de guérison est de 95%. Si la nature avait été... on va dire, pas empêché par ce scanner de bilan ou de dépistage, on aurait découvert son cancer classiquement dans les cancers du rein à un stade 4, parce qu'il commence à donner des symptômes lorsqu'il est déjà bien étendu, le cancer du rein. Et là, c'est plus la même chose, un stade 4, c'est des taux de guérison de moins de 15% et des coûts qui sont à peu près 1000 fois plus élevés qu'une prise en charge d'un stade 1. 1000 fois, ça commence à compter quand même. Un dernier cas, un patient qui avait du cholestérol... Mais il dit, ma mère aussi a du cholestérol, et quand j'ai beau faire tous les régimes que je veux, j'y arrive pas, ça marche pas. Là, on peut lui proposer un génome actionnable, c'est-à-dire d'évaluer s'il y a une mutation génétique qui favorise le cholestérol, qu'on appelle les hypercholestérolémies familiales. Et oui, bingo, on trouve cette mutation, qui est une mutation qu'on appelle ABCA1. Alors là, ça change tout, parce que quelqu'un à qui on trouve une cause génétique à son cholestérol, on va pas le torturer à faire des régimes qui marcheront pas. On va d'emblée aller lui chercher une molécule qui va faire baisser le cholestérol. Ah oui, mais laquelle? La pharmacogénétique permet de savoir laquelle il faut donner. Alors lui, ça n'a pas loupé. La fluvastatine, celle qui est en bas, il a un dysfonctionnement, si on peut dire, ou une modification par rapport à la normale de l'élimination de cette molécule. Il ne faut pas lui donner, parce que sinon, il va avoir des myopathies, des douleurs musculaires qui sont fréquentes avec la statine. Par contre, on voit que l'autre, la torvastatine, il n'y a pas de problème, on peut la donner à bonne dose. Là, on sait qu'on va éviter une toxicité, et on sait qu'on aura une efficacité. Donc la génomique, ça marche quand même. Donc pour conclure, on a vraiment une nouvelle médecine et on revient enfin sur le prévenir plutôt que guérir. On sait quels bénéfices on peut avoir pour un individu donné en termes de réduction des risques de pathologies chroniques, diabète, cancer, maladie cardiovasculaire. On a la possibilité de détecter des signaux faibles et corrigeables. Tout ce qui doit être cherché dans des bilans de santé doit être corrigeable. On ne cherche pas des trucs pour lesquels on ne peut rien faire. Ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est qu'il y a un alignement scientifique depuis seulement 2 ans, avec vraiment des mesures objectives de l'âge des cellules. Par exemple, pour vous donner une information, les pics de vieillissement, c'est à 44 ans et à 60 ans. C'est là qu'entre guillemets, on se prend un coup de vieux sur le plan génétique. Il y a une accélération à ces 2 moments-là. Ça veut dire que peut-être que c'est le bon moment dans ces eaux-là pour faire ce genre de bilan, vous voyez, parce que c'est là qu'il va y avoir des dysfonctionnements qui peuvent être corrigés. Donc on peut depuis peu évaluer l'âge objectif des gens. Il y a des nouvelles thérapies qui commencent à arriver, alors qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses, et puis on a ces révolutions de la pharmacogénétique et du génome actionnable. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller de plus en plus vers une démocratisation de ce type de bilan, et parce que pour l'instant, bien sûr, tous ces examens ou peu sont remboursés, quoique dans certains pays ça l'est, mais bon, je suis pas du tout inquiet, vu les bénéfices que l'on a, c'est une question de temps.
Petite diapositive pour conclure sur cette méduse, la méduse immortelle. Alors bon, évidemment, les méduses sont apparues bien plus tôt que nous, hein. Mais elle est particulière parce que bon, elle a beau faire que 2 ou 3 centimètres, elle est capable d'inverser son vieillissement. C'est-à-dire que bon, bah ouais, quand tout va bien entre guillemets, elle vieillit, mais quand ça va mal, elle va réparer à vitesse grand V tout son ADN. C'est-à-dire que si elle se fait attaquer par des bactéries, des virus, etc., elle va réparer, et elle sera même plus jeune après réparation que le moment où elle a été entre guillemets attaquée. Donc je dois vous dire qu'il y a quelques travaux sur le sujet pour essayer de comprendre pourquoi elle a une bonne santé lorsqu'elle est stressée. Voilà, je vous remercie. Mais écoutez, merci beaucoup. C'est tout à fait passionnant parce qu'on se rend compte de l'étendue des possibilités. Hein. On n'en avait pas, enfin personnellement, je n'en avais pas autant conscience. Et puis de l'accès qui peut être modifié aussi au parcours. Donc c'est très réjouissant. On voit souvent la prévention comme une contrainte, quelque chose de pénible, mais en fait là on a une vision beaucoup plus heureuse des choses. Voilà. Donc peut-être avez-vous des questions? Si on n'a pas, je vais juste rajouter que moi je suis patient de Fabrice, mais lui il n'est pas patient chez moi. Mon opération n'a pas marché. que j'ai fait tous ces tests et j'ai été moi-même les faire et c'est exceptionnel. Il y a une chose qu'il dit pas avec beaucoup d'humilité, c'est que même si c'est très discuté, il y a plein de concurrence pour dire comment on calcule l'âge biologique, c'est quoi, est-ce que c'est cette équipe qui a raison ou pas. En fait, pour moi, ça a un impact qui est le levier motivationnel. Le plus dur, dire à quelqu'un manger 5 fruits et légumes, bah, ça marche pas. Trouver les leviers motivationnels, je peux vous dire que moi qui suis gynécologue et qui regarde bien la ménopause, dire à une femme qui rentre dans la ménopause, il faudrait faire attention à l'alimentation et il faudrait peut-être perdre un petit peu de poids, c'est pas du tout pareil que de lui dire votre âge biologique c'est 62 ans, venez on va prendre en charge quelque chose et on va le remesurer après. C'est-à-dire que ce levier motivationnel il est très important et moi à titre perso, j'ai changé des choses sur mon sommeil depuis qu'on s'est vu parce que voilà. Merci, on a 40% de médecins qui viennent faire des bilans. Alors même les médecins font des bilans de santé. Alors bonsoir, moi je suis Glantine Cyr, j'ai une start-up, enfin qui n'est plus une start-up maintenant, mais j'ai une société spécialisée dans la santé au travail. Donc en fait, justement, je vais dans les entreprises pour proposer des services de prévention et de soins. Donc évidemment, je suis particulièrement intéressée par vos interventions. Merci beaucoup. Voilà, j'étais encore ce matin à une conférence sur la prévention au bureau. Donc je me demandais en fait, donc c'est super intéressant que ça soit le scan corporel, enfin tous les tests qu'on peut faire pour détecter les faiblesses, les anomalies, etc. Ce que je me demandais, c'est aujourd'hui on parle beaucoup de sociétés qui font des tests privés dont je comprends qu'ils sont très chers. Je me demandais à quel horizon vous pensez que ça pourrait être démocratisé et surtout en fait par quel canal ça passerait. Est-ce que ça serait est-ce que ceux qui recevraient les résultats, ça serait les médecins généralistes qu'il faudrait former du coup, ou est-ce que, enfin comment vous voyez ça? Voilà. Merci. Merci. La formation, c'est le principal sujet. On n'est pas formé. Comme ça, c'est simple. Les cancérologues, les cardiologues, les médecins internistes, peut-être un peu plus. Mais effectivement, on a un souci sur la formation. La démocratisation, donc en gros, la prise en charge de ces bilans, je pense la pharmacogénétique, je serais très surpris que dans les 5 ans, ce ne soit pas pris en charge, parce que c'est pris en charge, par exemple, en Suisse. Et le modèle économique, il est très simple. Il y a beaucoup moins d'hospitalisation pour des effets secondaires, il y a beaucoup moins d'hospitalisation pour des inefficacités. Un patient qui prenait un anti-ulcéreux, que j'ai vu qu'il n'était pas efficace, il était aux urgences tous les 2 mois, malgré le médicament, on lui a fait la pharmaco, on a vu qu'il éliminait tellement vite le produit que forcément il marchait pas. On a doublé la dose, il n'a plus jamais été hospitalisé. Économie majeure. Donc ça va arriver. Après, concernant les autres mesures, le scanner, on se dit oui, mais il y a un problème d'accès au scanner. Oui, mais non, parce que quand un patient a un cancer à un stade avancé, il va faire des scanners tous les 2 mois. S'il l'a pas, ce cancer avancé, il fera 10 fois moins de scanners. Donc, c'est une question. Est-ce qu'à un moment, on pourra se dire, faire une expérimentation, par exemple, sur un territoire, pour dire, on va proposer des bilans étendus. Alors, on peut mettre plusieurs étages. Honnêtement, des bilans, le bilan maximal par rapport à un bilan
étoffé, mais en gros, les tarifs, c'est autour de 3, 4, 5 000 euros pour le gros du gros, parce que les tests génétiques coûtent cher. Les tests en tout genre, d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Ben, entre une évaluation à 500-600 euros de prévention et ces 5 000 euros, le gain potentiel, entre guillemets, le bénéfice, c'est 20-25%. C'est-à-dire que les 3/4, en fait, du bénéfice d'un bilan préventif pas très cher, on va dire, c'est autour de 5 ou 600 euros. Avec ça, on peut détecter, par exemple, une BPCO, c'est-à-dire les bronchites chroniques, juste en faisant souffler les gens dans un peak flow. Enfin, donc, on travaille à ça, justement, d'ailleurs, avec Jérôme, à essayer d'amener progressivement, notamment auprès des autorités de santé, l'accès à ces outils, parce qu'on a une obligation de moyens comme médecin. Obligation de moyens, ça veut dire que quand on a un patient devant nous, on doit lui proposer ce qu'il y a de mieux. Mais si c'est pas accessible, ou accessible que s'il paye, c'est un peu léger quand même. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que les tests, ils existent, ils fonctionnent. Bah, évidemment, il va falloir que progressivement, ça, comme on dit, ça ruisselle. Oui, déjà quand on voit que le sport santé est toujours dans sa phase expérimentale, n'est pas remboursé, voilà, c'est compliqué. Oui, non, mais oui. Mais c'est encore d'autres choses, c'est-à-dire que le coût de la génétique, sa décroissance, elle est spectaculaire. Tous les ans, ça coûte beaucoup moins cher la génétique. Et la deuxième, c'est que il y a des marqueurs indirects qu'on regarde et qui sont pas de la génétique et qui coûtent beaucoup moins cher, que ça soit la méthylation de l'ADN, c'est pas de la génétique, mais pourtant on peut le faire ça. Donc ça, par contre, oui, on est lié aux avancées technologiques, à la capacité de séquencer des full génomes de beaucoup moins cher. Mais voilà, depuis qu'on s'intéresse au sujet, je veux dire, il n'y a pas 6 mois où ça chute pas ces prix-là. Tout à fait. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations, c'était effectivement très très intéressant, notamment sur la pharmacogénomique. Normalement ça existe depuis longtemps en fait, les mécanismes de pharmacodynamie, mais on les étudie pas. Hein, voilà. C'est un détail, c'est 100% des gens qui ont une anomalie. Donc c'est exactement, oui absolument. Je suis docteur en pharmacie, donc en plus je sais bien de quoi je parle sur ce plan-là justement. Vous avez mentionné plusieurs facteurs en fait par rapport au vieillissement et à l'impact de ces différents facteurs justement sur le processus de vieillissement des cellules en général, mais vous n'avez pas parlé du tout de santé mentale, en fait tous les deux. Pour être honnête. Oui, en fait. Un peu plus. Très peu. Moi, oui, ça fait partie des 10 thématiques qu'on prend comme l'isolement social, la santé mentale et des tests d'anxiété et de dépression qu'on fait avant même la consultation. Oui, effectivement. Pareil. Autant pour moi. On a des questionnaires avant qui ratissent très large en termes de santé mentale et on n'est pas déçus d'ailleurs. Et justement, oui, donc quel est est-ce que vous voyez un impact justement sur l'âge biologique ? Alors oui, on sait très bien que le stress psychologique induit un stress oxydatif. Alors le stress oxydatif, c'est quand les organes, les tissus fabriquent des radicaux libres, des espèces de substances hyper toxiques qui interagissent avec l'ADN, avec les vaisseaux, etc. Donc stress psychologique provoque du stress oxydatif, provoque des réactions de l'organisme pour essayer d'encaisser le stress. Alors il y a tout un tas de biologie autour de ça, les artères qui vont se rigidifier, etc. Et oui, on vieillit plus vite. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on mesure la vitesse de vieillissement par l'épigénome de gens stressés, on leur fait une conduite, une prise en charge spécifique, on leur refait leur test d'épigénome et de vitesse de vieillissement 6 mois plus tard, eh bien oui, on peut ralentir l'accélération qui avait été observée. C'est ça qui est intéressant dans ces tests, c'est de pouvoir mesurer l'effet et pas de dire « Oh, bah, ça a l'air d'aller mieux. » Ouais, d'accord, mais enfin, de combien et pour combien de temps, voilà. Donc oui, il y a un lien direct et oui, ça se mesure. En fait, j'avais une question parce que l'intelligence artificielle, elle se nourrit de cas d'usage. Comment, du coup, vont fonctionner pour vous assurer que on couvre le maximum de cas? Parce que je ne sais pas quelle est la taille en fait des personnes qui contribuent à nourrir en fait entre guillemets l'outil. Et comme l'idée c'est de faire de la prévention la plus large possible, enfin sur le nombre de cas le plus large possible. Comment vous faites pour avoir déjà assez de personnes qui vont contribuer? Comment vous faites pour être sûr que les données qu'elles utilisent pour nourrir l'outil vont être à jour? Voilà, j'étais intéressée un peu par cette partie-là. C'est un des risques majeurs dès qu'on touche à l'intelligence artificielle, de se dire
comment c'est validé, et puis si vous l'avez expérimenté vous, l'hallucination, le problème d'hallucination dans l'IA, c'est le problème majeur de la recommandation qui est faite. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a changé, c'est de se dire tous nos patients, sans exception, doivent faire ça. Et donc, aujourd'hui, on a 50 000 patients par mois qui font ça. Donc, ça reste déjà une base très importante. On n'est pas en millions, mais c'est pas que ça qui compte. C'est que on a écarté complètement l'hallucination parce que chaque compte-rendu est validé par un médecin. Et donc, c'est au moment de la consultation qui va valider ça, qui va valider le compte-rendu et qui va pouvoir l'amender, qui va pouvoir rajouter des éléments supplémentaires, des questions. On a été même un peu plus loin. On propose des questions si le professionnel n'est pas expert sur ça, mais il y a toujours une validation du médecin qui fait qu'on diminue ce risque d'hallucination. La garantie humaine, comme on dit sur l'IA. En plus, ce ne sont pas réellement des LLM, hein, c'est plus de l'intelligence artificielle symbolique, c'est-à-dire qui fait de l'extraction de données et non pas produit pas forcément du langage. C'est pas le but. C'est vraiment de l'extraction automatisée de données pertinentes. Donc c'est facile, c'est des effets de seuil beaucoup. Voilà, bah écoutez, de toute façon, nous pouvons. Une dernière. Parce que si j'ai bien compris, votre approche, elle est un peu entre le questionnaire auto-administré très poussé et par exemple le scanner. Donc il y en a une solution où on parle, l'autre on ne parle pas, on passe sous le scanner. Laquelle est à privilégier? Alors c'est la somme. Hein. On fait tout, mais il n'y en a pas un qui remplace l'autre. Hein. Ah si. Bien sûr. Ah si, oh là là. Alors 100% des gens, avant de faire un bilan complet, ont un questionnaire. Et d'ailleurs, rien qu'avec ça, on trouve déjà pas mal d'affaires. L'imagerie, tous ces tests de génétique sont complémentaires. Ils ne remplacent pas. D'accord ? Donc non, ça c'est incontournable. Vous savez, en médecine humaine, 90% des diagnostics, c'est l'interrogatoire. Hein. C'est pas comme en vétérinaire. Plus compliqué. Donc non, ça s'ajoute. Et la conviction, c'est probablement, comme Fabrice l'explique, aujourd'hui, il y a un sujet de formation, il y a un sujet d'accessibilité à ce qu'il fait, il n'y a pas tout le monde qui peut accéder à ça, il y a un sujet de prix. Aujourd'hui, moi je suis convaincu que parmi nos patients, parmi ceux à qui on va donner des scores de risque, c'est une population qui va être encore plus sensible et encore plus prête à aller plus loin dans sa prévention et dans la motivation à exécuter. Donc je suis convaincu que ce screening, il va nous amener des patients qui seront, on va dire, les patients les plus attentifs à ça et qui vont vouloir aller plus loin là. Et c'est ce qu'on leur propose aujourd'hui. On dit voilà ce qui a été fait simplement aujourd'hui avec votre médecin. Parfois, vous allez partir avec une prescription d'un scanner à aller faire, mais si vous voulez aller vraiment plus loin, c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, un bilan à Atrium, quel est le coût ? Globalement, c'est entre 2800 et 4800 € avec tous les tests génétiques. C'est ça qui coûte cher, l'épigénome et le génome essentiellement. Alors, en général, ce sont d'ailleurs les entreprises elles-mêmes qui prennent en charge pour leurs dirigeants ou leurs salariés ces tests, ce qui est assez malin parce que c'est de l'investissement. Lorsqu'un dirigeant tombe en rade de façon impromptue, c'est un peu la catastrophe derrière, y compris dans des grands groupes, mais aussi des petites entreprises. Donc on a des maraîchers qui viennent faire des tests, etc. Les entreprises familiales aussi, ça, quand tout repose sur une personne, ça aide à guider aussi ses choix. Est-ce que je me lance dans une fusion, acquisition, un achat, ou est-ce que je commence à penser sérieusement à la retraite parce qu'il faut que je m'occupe de moi, j'ai 10 ans de plus. Enfin, c'est un choix. Mais ce qui est intéressant, c'est cette prise de conscience que la prévention est utile pour l'entreprise, mais surtout pour le dirigeant, mais les deux choses sont liées de toute façon. Et évidemment, ça change le fait d'avoir l'affichage des chiffres change tout. Quand vous dites à quelqu'un il a 12% de chance de faire un AVC dans les 10 ans, s'il modifie ça, voilà, un truc alimentaire, moins d'aliments ultra transformés, on peut quantifier ce qu'il va gagner. Il passe de 12% à 4%. Ça aide. Le chiffrage est important. Il y a du challenge aussi, il y a beaucoup de gens qui fument, il y a 30%. Le fait de voir que globalement, ils ont un âge artériel qui est 10 ans de plus, un âge pulmonaire qui est 12 ans de plus, alors que tout le reste a l'air bien, ils disent non, on va mettre tout dans le verre quand même. Et surtout que ça bouge très vite. Hein. Arrêter de fumer, ça nettoie entre guillemets les anomalies à 99% après 10 ans d'arrêt. Mais dès la première année, on peut déjà mesurer des choses sur le plan fonctionnel et respiratoire et cardiaque. Donc voilà, il y a un entretien par le circuit de la récompense et l'efficacité qu'on peut avoir en faisant. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant quand on disait aux gens c'est 5 fruits et légumes et 3 heures de sport. Ah ouais, chouette. Non, en plus, c'est même pas vrai. Donc, voilà.
Écoutez, merci beaucoup. Parce qu'on saisit que c'est une évolution du soin, mais c'est une évolution de la société tout entière, hein, qui par répercussion. Voilà, nous allons pouvoir poursuivre et donc ce pitch est filmé, donc vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube de Villa M. Et par ailleurs, j'annonce le prochain thème qui sera celui de la place des femmes dans la recherche, en tant que chercheuse, mais aussi en tant qu'objet, Ah oui, c'est bien ça. Objet de recherche. On va couper ça. C'est une expression française. Hein, non. Voilà. Objet de recherche. Moi, je défie tout le monde de le formuler autrement. Non mais si. De sujet. Sujet, oui, pardon. C'est-à-dire que beaucoup d'études cliniques se font avec une minorité de femmes et on est, d'ailleurs, sur la pharmacogénétique, ça a été montré. La preuve, c'est que si on met pas beaucoup de femmes dans des essais de médicaments, on est incapable de dire si ce médicament sera efficace ou toxique chez des femmes. C'est dommage quand même. Donc effectivement, oui, le sujet de la place dans les essais cliniques des femmes est un enjeu majeur. Oui. Voilà. Le 18 juin. Voilà. Merci beaucoup. Et puis alors, comme on est très nombreux, applaudissements, pardon. Merci.